Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres apaisement dans le Nord Mali après les affrontements violents des derniers jours à Kidal. 3 groupes armés dont le MNLA ont accepté un cessez-le-feu à l'issue d'une visite surprise du président mauritanien dans cette ville du Nord Mali. Face à la crainte d'une reprise de la guerre, la communauté internationale pousse à une reprise des discussions. Notre invité, le ministre malien de la Communication, Mahamadou Camara. 12 ans de prison pour Germain Katanga. Cet ancien chef de milice congolais a été condamné par la CPI pour la destruction d'un village entier de l'Ituri. La réaction à Kinshasa d'un ancien enfant soldat de cette région oubliée du nord-est de la RDC. Et puis à 3 semaines du grand rendez-vous au Brésil pour les 5 équipes africaines qualifiées. Focus sur les Black Stars du Ghana qui espèrent briller autant qu'en 2010. 3 groupes armés ont donc accepté un cessez-le-feu à Kidal. Le MNLA, le HCUA et le mouvement arabe de l'Azawad s'engagent à ne plus bouger de leur position. Un cessez-le-feu obtenu après une rencontre dans cette localité du Nord Mali avec le chef de l'État mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. Écoutez la réaction du ministre malien de la Communication, Mahamadou Camara. Il était notre invité tout à l'heure sur ce plateau. Je salue l'intervention de la Mauritanie en la personne de son président qui a permis d'obtenir ce cessez-le-feu de la part des groupes armés, sachant qu'en ce qui concerne le Mali, nous avions accepté le principe du cessez-le-feu depuis quelques jours déjà. Mais l'armée malienne avait dû se retirer de la ville de Kidal. Est-ce qu'on pourrait faire un point sur les positions exactes? Parce que l'ONU affirme que le MNLA, les groupes armés, ont pris le contrôle de Kidal, mais également de Ménaka. Quelle est la situation sur le terrain? La situation, c'est que suite à des combats qui ont eu lieu dans la matinée du 21 mai, l'armée malienne a subi un revers. Il est vrai, elle a dû se retirer de Kidal, qui aujourd'hui est en possession des groupes armés. Je signale qu'il s'agit du MNLA, de d'autres groupes armés, mais également d'éléments terroristes qui ont été identifiés. Il y a également un point sur Ménaka, qui est une autre ville de la région de Kidal, où nous savons que la situation est partagée. L'armée est en place et sur place, il y a également des éléments des groupes armés et terroristes qui sont positionnés sur une partie de la ville. Et pour ce qui est de Tessalit notamment, que le MNLA affirme contrôler également? C'est absolument faux. Tessalit est aujourd'hui aux mains de l'armée malienne. Alors on va revenir au violent combat du 21 mai. Vous évoquez un revers. On peut parler d'une lourde défaite pour l'armée malienne. On a même évoqué certains soldats qui ont pris la fuite, qui n'ont même pas participé au combat, qui ont trouvé refuge rapidement, que ce soit dans un camp de l'ONU, en tout cas qui n'ont pas affronté ces combats. Est-ce qu'il y a eu un manque de coordination, une mauvaise préparation de cette attaque? Écoutez, avant tout, moi je voudrais saluer le courage des soldats maliens, des forces armées de défense, qui ont fait preuve d'abnégation dans des conditions difficiles, vous le savez. L'armée malienne revient de loin. Vous savez, la déroute qui a été la nôtre en 2012, qui a abouti à l'occupation du territoire pendant presque 1 an. Donc aujourd'hui, nous savons que nous revenons de loin. Notre armée est en train de se remettre à niveau. Je voudrais aussi saluer et rendre hommage aux soldats que nous avons perdus et dire que dans une guerre, on perd forcément des batailles, mais ça n'est pas la fin. Aujourd'hui, nous regardons devant. Il est aujourd'hui question que le Mali recouvre son intégrité territoriale et que l'État restaure son autorité sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal. Mais certains évoquent une précipitation, une mauvaise organisation. Bon, nous sommes en train de faire le point pour savoir ce qui s'est passé. À partir de là, nous évaluerons la situation à froid et nous en tirerons les conséquences. Alors le MNLA s'est dit prêt aujourd'hui également à reprendre le dialogue avec Bamako. Quelle est votre réponse? Notre réponse, c'est que nous avons toujours été ouverts au dialogue. Depuis le début, lorsque le chef de l'État a été élu en août, il a, dès le mois de septembre-octobre, organisé les Assises nationales du Nord, qui avaient vocation à faire en sorte que les gens se parlent, que toutes les communautés du Nord Mali se retrouvent et se parlent. Ensuite, nous avons tenu les États généraux de la décentralisation, dont la vocation était de réfléchir à des nouveaux mécanismes institutionnels pour faire en sorte que sur l'ensemble du territoire malien, les uns et les autres se retrouvent et que l'État se rapproche d'eux. Voilà, donc il y a clairement des pas qui ont été nommés. Vous savez qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État a nommé un haut représentant à la personne de Modibo Keïta en charge du dialogue intermalien. Donc le dialogue, oui, hier, oui aujourd'hui et oui demain. Alors ces accords de Ouagadougou, ils ont été signés en juin 2013. Il y a quand même encore pas beaucoup de choses qui a avancé. Le MNLA exige notamment la libération de prisonniers. Est-ce que ça va pouvoir avancer sur ce dossier-là, par exemple? L'accord de Ouagadougou, l'accord préliminaire à l'élection présidentielle a été salué par nous tous, par l'ensemble de la classe politique, parce qu'il permettait justement d'organiser les élections sur l'ensemble du territoire. Il y avait dans cet accord des mesures de confiance qui prévoyaient de la part de l'État le fait que l'on libère des prisonniers qui n'étaient pas convaincus ni de crimes de guerre, de sang, ni de narcotrafic. Cela a été fait. Ils ont été élargis. Certains qui avaient des mandats d'arrêt ont vu leur mandat levé. Donc l'État a fait sa part du chemin. Maintenant, nous attendons que les groupes armés en face fassent la leur également.
Nous attendons le cantonnement, le désarmement, conformément aux accords de Ouagadougou. Aujourd'hui, on peut constater que ça n'est pas le cas, loin de là. Alors depuis les affrontements à Kidal, il y a eu des manifestations, à Bamako notamment, contre la France, contre l'ONU. On a entendu aussi certains responsables maliens déplorer le fait que la France ou la MINUSMA ne soit pas intervenue. Est-ce que finalement, c'est pas jeter de l'huile sur le feu? Non, je veux dire qu'il est normal qu'il y ait de l'émoi, de l'émotion lorsque des événements comme cela se produisent. Il est normal que la population manifeste son soutien, sa mobilisation derrière l'armée et les autorités nationales. Cela dit, nous, autorités publiques, nous en avons appelé à la responsabilité. Nous estimons qu'aujourd'hui, notre ennemi, ça n'est ni la France, ni la MINUSMA. Notre ennemi, ce sont les groupes terroristes qui attaquent le Mali. Notre combat, c'est le retour de l'intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire. Mais vous comprenez la position de la France et de l'ONU? Vous savez, la France est une amie du Mali de longue date. Si ce n'était la France, nous serions encore sans doute sous le joug des terroristes. La France est venue au secours du Mali en janvier 2013. Nous devons beaucoup à la France. La France est un allié. Nous comptons sur elle hier et aujourd'hui encore. Et à propos de la reprise des discussions entre Bamako et les groupes armés du Nord, écoutez le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Il faut que le gouvernement malien, c'est sa responsabilité, discute effectivement avec les groupes du Nord. Pas bien sûr avec les groupes terroristes, mais avec les groupes du Nord. Le seul objectif raisonnable, c'est d'un côté désescalade des violences, arrêt des violences, et de l'autre, discussion entre le gouvernement et les groupes du Nord. Laurent Fabius qui est à Libreville pour le 3e New York Forum Africa où il a rencontré le président rwandais Paul Kagame. Première rencontre entre des officiels français et rwandais depuis la nouvelle brouille entre Paris et Kigali lors des commémorations du 20e anniversaire du génocide, Kigali accusant la France d'être impliquée dans les massacres. Une rencontre utile de part et d'autre. Nous souhaitons revenir à une relation apaisée, c'est ce qu'a brièvement indiqué Laurent Fabius. Le président rwandais de son côté n'a fait aucun commentaire. La force africaine s'inquiète des tensions à Bambari en Centrafrique. Un homme, au moins, a été tué hier dans cette localité du nord-est du pays au cours d'une opération de désarmement des ex-rebelles musulmans de la Séléka, opération menée par les forces françaises. Un porte-parole des rebelles a fait état de 3 morts et 6 blessés, accusant les militaires français d'avoir ouvert le feu sur des manifestants. L'état-major de la force Sangaris a démenti. Il était surnommé le Simba, le lion de l'Ituri, pour sa férocité. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale. Ce chef d'une milice de l'Ituri dans le nord-est de la RDC a été reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité pour son implication dans la destruction du village de Bogoro en février 2003. Le temps que cet ex-chef de milice, allié de Kinshasa, a déjà passé en détention à l'AS, sera déduite sa peine. Il lui reste donc 5 années à purger. Une peine bien insuffisante pour Alain Ouikani, cet ex-enfant soldat enrôlé de force par une milice rivale de celle de Germain Katanga. Écoutez. Ma réaction, c'est toujours une déception, comme je l'avais dit la fois passée, parce que cette cour, quand elle a débuté, on n'a jamais espéré qu'elle va jouer le rôle d'aller donner plus d'énergie aux criminels et revoir ces criminels 5 ans, peut-être 10 ans après. Donc c'est toujours ce que nous avons toujours reproché à la cour, le fait d'avoir bâclé la quête, mais aussi d'aller dans des sources qui n'étaient pas du tout dignes. Donc le procureur aujourd'hui a eu du mal, vous savez, à prouver la culpabilité de tous ces gens-là, commençant par M. Thomas Lubanga, Ngudjolo, qui lui a été libéré, puis Germain Katanga. Donc une fois de plus aujourd'hui, 5 ans, parce que je prends effectivement les 6 ans qu'on va retracher, ou bien les 7 ans, et il va lui rester que 7 ans. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, si bien que déjà, avec la libération de Ngudjolo, on savait que rien de spécial allait se passer avec Germain Katanga. Une fois de plus, moi je pense que s'il y a des gens qui peuvent dire que quelque chose s'est fait, mais nous qui avons vécu ces faits, nous pensons que jusque-là, il n'y a rien de spécial qui s'est passé, même si la justice a été faite. Et on termine avec du football. À 3 semaines du coup d'envoi, les 5 équipes africaines qualifiées pour le mondial poursuivent leur entraînement. Les entraîneurs peaufinent leur stratégie. Le Ghana, qui avait brillé lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, espère faire encore mieux cette année au Brésil. Nicolas Germain. L'équipe du Ghana, connue sous le nom des Black Stars, s'entraîne dur à moins de 3 semaines de la Coupe du Monde. 4 autres équipes africaines sont qualifiées, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. L'entraîneur du Ghana se dit très confiant. Après le tirage au sort, on a commencé à se préparer. On s'entraîne beaucoup. Et on espère être fin prêt pour la Coupe du Monde au Brésil. Il y a 4 ans, le Ghana avait raté de justesse les demi-finales lorsque l'attaquant uruguayen Luis Suarez avait repoussé de la main une balle qui allait entrer dans le but. Cette fois, les joueurs ghanéens sont déterminés à aller au-delà des quarts de finale.
Le moral est bon. On prie Dieu pour qu'il nous protège, pour qu'il n'y ait pas de blessures. On promet au peuple ghanéen de faire mieux que lors de la dernière Coupe du Monde. Le Ghana a de toutes les équipes africaines le tirage au sort le plus ardu. Dans le groupe G, il affrontera les États-Unis et deux des favoris, le Portugal et l'Allemagne. Mais les supporters restent optimistes. Toutes les équipes africaines qualifiées sont capables d'aller en huitième de finale. Et je pense que le Ghana est l'une des meilleures équipes parmi les qualifiés africains. Dans les rues d'Accra, les plus jeunes jouent au football et attendent avec impatience le premier match du Ghana contre les États-Unis le 16 juin. Et c'est la fin de ce journal. Pauline Godard revient dans un instant pour la suite de Paris Direct.